Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, parce qu'elle tiendra plus du format podcast que du vrai format vidéo ludique. En fait, cette fois-ci, il n'y aura pas beaucoup de montage, je vais surtout vous montrer des images ainsi que des extraits de bande-annonce, mais c'est tout. Parce que le sujet du jour, c'est les différents programmes que j'ai pu voir jusqu'à présent en cette année 2025. Il y a 3 séries et 3 films que j'ai vus et dont j'aimerais vous parler. En fait, cette vidéo sera improvisée au fur et à mesure, j'ai pas de texte sous les yeux, j'ai juste une liste des différents programmes dont je vais vous parler, et le reste, ça se fera tout seul. Et bien évidemment, je tiens à le rappeler encore une fois, tout ceci ne reflètera que mon avis personnel. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, et d'ailleurs j'espère que vous ne serez pas d'accord avec moi, ça donnera tout intérêt au débat d'exister en fait. Je me suis imposé une seule règle pour cette vidéo, pas plus de 3 minutes pour chaque programme dont je parlerai. Je veux pas aller trop dans le détail, et il n'y aura aucun spoiler, comme ça vous pourrez avoir le plaisir de regarder certains de ces programmes par vous-même. Parce que oui, même si c'est pas le cas de tous, certains programmes dont je vais parler sont excellents et ils méritent vraiment que vous les découvriez par vous-même. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on peut commencer. Daredevil Born Again, sorti en 2025 sur Disney+. Il s'agit d'une série de 9 épisodes qui fait suite à l'excellente série Daredevil de Netflix. C'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, et donc quand la suite a été annoncée, forcément ça m'intéressait. Eh ben, dans l'ensemble, j'ai bien aimé, mais je vous cache pas qu'il y a aussi des petits problèmes. Déjà, pratiquement tout le casting original est de retour, et c'est tant mieux parce que ce sont vraiment des acteurs excellents. On pense tous à Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock alias Daredevil, mais il y a aussi Vincent D'Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk alias le Caïd. Wilson Bethel aussi est de retour dans son rôle de Bullseye, et ils ont même ramené John Bernthal dans le rôle du Punisher, et ça c'est cool. Et les acteurs font tous très bien leur boulot. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, je vais pas forcément être aussi positif. L'intrigue principale est moins complexe que la série d'origine, et ça peut se comprendre vu qu'ils ont pas autant de temps. Il y a que 9 épisodes, et la série d'origine, il y en avait 13 pour chaque saison. Donc on a eu moins de temps pour développer l'histoire. Mais le vrai problème, en fait, c'est que t'as l'impression qu'il y a des sous-intrigues qui n'ont rien à faire là. Ou en tout cas, qui prennent trop de place. C'est même pas que je voudrais que ces scènes n'existent pas, c'est juste que je comprends pas qu'elles soient aussi longues. Mais surtout, il y a des moments où tu sens vraiment que c'est pas les mêmes équipes qui ont travaillé sur certains moments de la série. Parce qu'il y a une scène où Daredevil affronte Muse, le nouveau méchant, et le combat est intense, épique, vraiment très bien chorégraphié, et le combat suivant, t'as vraiment l'impression que ça a été fait un peu à l'arrache. En fait, le vrai problème de cette série, c'est qu'elle a reçu une refonte créative. Ça veut dire que l'équipe a changé en plein milieu de la production. Et ça, c'est jamais bon signe. Bon, on a parlé acteurs, histoire et tout, mais il faut aussi qu'on parle de la violence. Alors, je sais que certains avaient peur de ce côté-là, parce que la série Netflix, elle est vraiment violente, hein. Elle est interdite aux moins de 16 ans, et c'est pas pour rien. C'est même en partie ce qui la rend aussi qualitative. Sauf que là, vu que c'est plus Netflix qui gère ça, mais Disney+, bah certains avaient peur que Daredevil soit un peu édulcoré, que ce soit pas aussi violent que dans la série Netflix. Mais de ce côté-là, je peux vous rassurer, la violence est toujours aussi présente. Attention, c'est violent, mais pas dans l'excès non plus, hein. T'as jamais l'impression que la série en fait trop de ce côté-là, et c'est une bonne chose. En revanche, pour ce qui est du traitement des personnages, c'est une autre histoire. Autant pour les personnages qu'on connaît déjà, genre Daredevil, le Caïd, Bullseye, Foggy, Karen, etc. Eux, globalement, j'ai pas grand chose à dire, je trouve qu'ils sont bien utilisés, bien respectés par rapport à la série d'origine. Autant les nouveaux personnages, il y en a certains que j'arrive pas à apprécier. Ou en tout cas, j'arrive pas à apprécier ce qu'ils en ont fait. Le premier exemple qui me vient en tête et que vous attendrez peut-être que j'aborde, c'est Muse. Ce nouveau méchant avait l'air d'être trop bien, et malheureusement, j'ai pas du tout aimé ce qu'ils en ont fait. Au début, quand on t'explique quel genre de type c'est, tu te dis que ça va être génial, mais au final, je trouve son histoire expéditive et un peu mal amenée aussi. Mais je vous rassure, j'ai pas que du négatif sur les nouveaux personnages à dire, hein. Par exemple, on s'attache très rapidement à Hector Ayala, et même si on s'attache plus trop à elle à la fin, je trouve qu'Heather Glenn est bien utilisée comme personnage. Encore une fois, je vous laisserai découvrir la série pour vous faire votre avis là-dessus, mais globalement, j'ai plus de positif que de négatif à dire. Et j'ai vraiment hâte de voir la saison 2 l'année prochaine. Donc, bêtière. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Encore une série Disney+, cette fois-ci concentrée sur l'homme araignée. Alors, vous le savez, je suis autant fan de Spider-Man que de Sonic, donc forcément, quand cette série a été annoncée, ça m'intéressait. Et quand les premières images sont sorties, j'ai été très intrigué. Surtout pour l'animation en fait. Parce que l'animation de cette série est assez particulière. C'est de la 3D un peu saccadée, et certains aimeront ça, d'autres détesteront. Moi perso ça m'a pas dérangé. Ça rappelle un peu le style du jeu Ultimate Spider-Man, auquel vous avez peut-être déjà joué. Et même si au début j'avais peur que l'action soit un peu molle à cause de cette animation, bah vous en faites pas, on s'y fait très vite. Hein. Et puis ça sera jamais pire que l'animation de la série Spider-Man 2017, qui était juste catastrophique. Mais c'est pas le sujet. Bon, l'animation ça va, mais qu'en est-il du reste? Ben, le reste, franchement, c'est plutôt bien. C'est une série qui raconte une histoire originale sur Spider-Man, mais qui se base sur une histoire déjà existante, celle du Spider-Man actuel dans le MCU.
On reprend des éléments du MCU et on les modifie pour raconter une histoire différente. Franchement, c'est assez osé de faire ça, sachant que la série What If avait pour but de faire la même chose et pour moi ça a un peu raté, mais là franchement je trouve que l'histoire est vraiment cool. Cette première saison se concentre sur les débuts de Spider-Man qui doit encore apprendre à être un héros dans une ville qui a plus que besoin de lui. Et je vous rassure, si comme moi vous aimez Spider-Man grâce à son humour, à ses dilemmes moraux et aux scènes de baston qui sont aussi très cool, bah vous inquiétez pas, tout est là-dedans. La série a conscience de ce qu'est Spider-Man et elle en joue. Certains codes qui définissent le héros ont été modifiés pour nous proposer quelque chose de nouveau. C'est assez osé, et encore une fois je trouve que ça marche. Les plus gros fans de Spider-Man reconnaîtront des tas d'éléments venus des comics, mais ils remarqueront aussi que ces éléments sont très différents. Certains méchants en particulier sont très différents de leur version comics, mais ça n'en fait pas des mauvais méchants. Et ils ont même osé nous ramener des méchants que personne ne connaît parce qu'ils sont nuls. Mais j'en dirai pas plus. À bien des égards, c'est une série qui m'a vraiment surpris, parce que j'en attendais pas grand chose de base. Tout ce que je voulais, moi, c'était une série juste sympathique. Et c'est une série sympathique, mais j'arrive à voir le potentiel qui est en elle. La saison 2 est elle aussi prévue pour 2026, et elle peut vraiment être une des meilleures histoires jamais racontées sur Spider-Man. En fait, le seul petit défaut que je peux lui reprocher, c'est qu'il y a certains éléments qui sont placés là, mais on n'en fait pas grand chose de plus. On te laisse comprendre que c'est dans la saison 2 qu'on en fera quelque chose. Cette saison 1 est vraiment une saison 1, on le sent bien. Et on pourra vraiment juger la qualité du truc que lorsque la suite sera sortie. Mais ce qu'on a pour l'instant me plaît, et je suis plutôt confiant pour la suite. Même si évidemment on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc ouais, votre fidèle serviteur Spider-Man, c'est validé. B tier. Astérix et Obélix, le combat des chefs. Une série Netflix pour changer. Et oui, les deux Gaulois les plus célèbres du monde rempilent pour une nouvelle série animée. Alors cette fois-ci, c'est plus Alexandre Astier et Louis Clichy qui sont à la réalisation, mais Alain Chabat, que vous connaissez sûrement parce qu'il a réalisé Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Mais bref, cette fois, il revient avec une série animée adaptée de la bande dessinée du même nom. Et c'est simple, c'est de loin un des meilleurs programmes que j'ai pu voir de ces dernières années. Les deux films d'animation dont j'ai parlé plus tôt, je les ai déjà trouvés très bons, mais cette série-là, elle a explosé mes attentes. Vraiment, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi cool. Alors déjà, si vous voulez rigoler un bon coup, cette série est vraiment faite pour vous. Cette série est hilarante, et quel que soit votre style d'humour, vous y trouverez votre compte, je vous le garantis. Tout ce qu'on aime dans la bande dessinée, c'est-à-dire les bastons avec la potion magique, les personnages caricaturaux possibles, ou encore des références à notre monde moderne alors que l'histoire se passe en 50 avant Jésus-Christ, bah ils en ont conscience et ils l'ont casé dans cette série. D'ailleurs je parle de série, mais il y a que 5 épisodes, et si on les collait ensemble, ça ferait la durée d'un film en fait. Et je viens de le dire, il y a des références à tout, mais à tout. Il y a des références à Star Wars, à James Bond, même aux As de la Jungle si on regarde bien, et même des blagues politiques qui sont assez spécial, on va dire. Je vous laisserai découvrir ça. Mais bon, il serait aussi temps que je vous parle d'un peu de l'histoire, même si je peux pas vous spoiler. Mais globalement, c'est franchement bon. Ils ont pris un truc qui fonctionnait très bien, et ils l'ont dupliqué pour nous offrir un bien meilleur spectacle. De base, le combat des chefs, c'est une bande dessinée que j'aime bien, mais je trouve vraiment qu'ils en ont fait plus ici. Cette fois-ci, l'histoire se concentre vraiment sur Astérix et Obélix, qui sont vraiment le dernier espoir du village face au nouveau plan de Jules César. Et les personnages sont même un petit peu plus complexes que dans la BD. Obélix par exemple, il est pas si idiot que ça en fait. Il a toujours ses moments de naïveté et certains moments sérieux qu'il n'arrive pas à gérer tout seul. Mais il est aussi capable de penser par lui-même. Et ses disputes avec Astérix, qui sont souvent comiques dans les bandes dessinées, ben cette fois-ci, elles sont plus sérieuses parfois. Et même assez tendues. L'animation quant à elle est excellente, j'ai pas d'autre mot pour la qualifier. Et le doublage est réussi. Je vous avoue que j'avais un peu peur du doublage au début, parce que certains personnages, ils sont doublés par des types qui s'y connaissent pas spécialement en doublage, mais quand on regarde le produit final, franchement ça passe. Au début, t'as un peu de mal à accepter les choses telles qu'elles sont, mais croyez-moi, on s'y fait rapidement. Le seul tout petit problème que j'ai réussi à trouver à cette série, c'est que certaines blagues sont tirées de la bande dessinée. Et malheureusement, je trouve pas que ça passe très bien. Je sais pas si vous vous souvenez de la blague du tour complet avec A plus Bégalix. Ben, dans la série, cette blague est là aussi, mais je trouve qu'elle est un petit peu forcée. Je sais pas si c'est la performance des doubleurs ou si c'est juste le fait de connaître la blague à l'avance qui a gâché le truc, mais j'ai juste eu du mal avec ces blagues-là, c'est tout. Heureusement que la quasi-intégralité des blagues sont inédites, hein. C'est juste que celles qui étaient déjà là dans la bande dessinée, je trouve leur présence un petit peu discutable. Donc ouais, franchement, je m'attendais à un truc bien, et je suis face à quelque chose de juste trop bien. Astérix et Obélix, le combat des chefs, c'est sans aucun doute un S tier pour moi.
Minecraft le film, produit par Warner Bros. Aucun autre programme de cette vidéo n'a suscité de réaction aussi virulente de la part des spectateurs. Aux États-Unis en tout cas, c'est comme ça. En France, j'ai pas connaissance d'une chose pareille, mais je sais que les gens n'ont vraiment pas aimé ce film. Et en allant au cinéma, je m'attendais pas non plus à voir un bon film. Je voulais juste passer un bon moment face à un film ridicule, juste pour rigoler un bon coup. Et bah, c'est ce que j'ai obtenu en fait. Le film est clairement pas bien, il y a pratiquement aucun aspect de ce film qui est réussi. Mais derrière, je vous mentirais si je disais que j'avais passé un mauvais moment. Pour ceux qui dorment au fond, Minecraft c'est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps à la base. Et c'est donc normal que des gens aient voulu en faire un film. Sauf que bon, faire un film Minecraft en live action, c'est un peu compliqué de base. Il n'y avait pas moyen d'adapter ça en live action sans que ce soit ridicule. Donc ils se sont dit, on va tout miser sur le ridicule. On va faire un nanar. Une histoire qu'on peut pas prendre au sérieux, on appelle ça un nanar. Et pour le coup, ils ont réussi. Le film fait plein de références au jeu, avec des tas d'objets, de monstres, et même des personnages qui font référence à des choses connues de la communauté Minecraft. Mais derrière, l'histoire est vraiment pas intéressante. En gros, l'histoire, c'est Steve qui demande l'aide de 4 mecs qui n'avaient rien à faire là, pour l'aider à stopper les forces du Nether qui veulent envahir le monde de Minecraft. Ainsi que le monde normal une fois qu'ils auront fini. Mais quand on regarde le film, on sent vraiment qu'ils ont fait tout ça, plus pour faire des références au jeu que pour vraiment raconter une histoire. Parce que les personnages sont nuls. Le pire pour moi, c'est... comment il s'appelle déjà? Gary, je crois. Surnommé Gary la poubelle, incarné par Jason Momoa. Je trouve insupportable ce type. Il est pas attachant, il est pas drôle. T'as juste envie qu'il disparaisse de l'écran. La voisine dont j'ai oublié le nom là, elle sert à rien. Et les deux gamins, ils sont pas détestables, mais ils sont pas spécialement attachants non plus. Le personnage le plus intéressant, c'est Steve, sauf que c'est même pas Steve en fait, hein. C'est juste Jack Black avec un t-shirt bleu. Et c'est clairement grâce à lui que j'ai passé un aussi bon moment. Mais c'est tout quoi. On rappelle que Minecraft, de base, y a pas vraiment d'histoire, c'est toi qui fais ce que tu veux dans le jeu. Même s'il y a un objectif avec un dragon à éliminer, tu peux l'ignorer. Et Steve, dans le jeu, il a pas vraiment de personnalité. C'est le joueur qui fait ce qu'il veut et c'est tout. Donc en faire un film où Steve a une personnalité bien définie, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais il a même pas de personnalité, c'est juste du Jack Black. Et comme dans Daredevil, il y a des sous-intrigues qui prennent trop de place, et surtout une qui est pas drôle du tout en fait, t'aimerais juste qu'elle n'existe pas. En fait le film est entrecoupé de quelques scènes qui parlent d'une histoire secondaire, et cette histoire est tellement nulle que t'as l'impression qu'elle te bouffe le cerveau. Je ne mens pas, c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Je suis même pas resté jusqu'à la scène post-crédit parce qu'en fait, j'en pouvais plus. Minecraft le film, donc je comprends totalement que tout le monde l'ait détesté, et moi-même j'ai eu du mal à apprécier. Et encore, apprécier est un bien grand mot, hein. Et j'ai plus rigolé parce que c'était ridicule que parce que c'était vraiment drôle parfois. Mais s'il y a des curieux parmi vous qui veulent quand même découvrir le film, un petit conseil, n'essayez surtout pas de le prendre au sérieux, parce que vous allez tomber de très haut. Faut vraiment vous dire à l'avance que c'est un film débile, si vous voulez avoir une chance de passer un bon moment devant. C'est comme ça que j'ai fait, et voilà. Mais ça m'empêchera pas de lui mettre un E tiers. Transformers le commencement, produit par Paramount. Alors, je suis pas un grand connaisseur ni même un fan de Transformers, j'ai juste regardé quelques épisodes de quelques séries animées sans trop m'y attacher. J'ai aussi vu le 4e film mais sans rien comprendre du coup. Donc j'ai regardé ce film totalement à l'aveugle, en ne sachant pas trop dans quoi je m'engageais, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Transformers à la base, c'est des robots extraterrestres qui peuvent se transformer. Les plus connus, ils se transforment en véhicules, en camions, en tanks, en motos, etc. Mais il y en a d'autres qui peuvent se transformer en animaux aussi. Et l'histoire globale de Transformers, elle suit la guerre entre les différents camps de ces robots, qui se battent sur la planète Terre, et qui mettent donc les humains en danger. Ce film-là, il se déroule avant, et nous raconte comment les différents groupes de robots sont devenus ennemis. On nous raconte qui était Optimus Prime avant de devenir le héros qu'on connaît, et on nous explique qui était Megatron avant de devenir le méchant principal. Franchement, le film m'intéressait pas plus que ça, mais à force d'entendre de bons retours dessus, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et j'ai bien fait parce que c'était vraiment cool. Je dois bien reconnaître que le film met quand même un petit moment avant de démarrer, hein. Disons que la première moitié est plus concentrée sur l'histoire, et la deuxième, même s'il y a de l'histoire, on est plus concentré sur de l'action. Mais dans la première partie, il n'y a pas tellement d'action. Et c'est normal vu qu'il faut bien poser le contexte de l'histoire. Mais c'est vraiment qu'à partir de la deuxième moitié qu'on sent vraiment de la tension pour les protagonistes. Les personnages sont très rapidement attachants, et t'as vraiment envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Notamment quand tu sais que l'un est censé devenir le héros principal, et l'autre le méchant principal. Tu regardes le film de près pour savoir comment on en est arrivé là. Mais même si tu ne sais pas à l'avance ce qui va se passer, tu vas y trouver ton compte. Parce que l'histoire est bien construite. On prend le temps de développer chaque personnage, et les 4 protagonistes ont chacun un rôle à jouer dans l'histoire. Même si certains ont l'air d'être moins importants que d'autres. L'animation est une fois de plus de très grande qualité. Je pensais pas qu'on pouvait rendre des robots aussi expressifs. Les scènes d'action sont épiques, les transformations des différents personnages sont utilisées à bon escient, et ce film a beau être réservé aux enfants, il y a vraiment des moments où on se dit « heureusement que c'est des robots qu'on regarde », parce qu'avec des humains, ça serait interdit aux moins de 16 ans, voire 18.
c'est par rapport à la violence que je dis ça. Parce que bon, tu coupes le bras d'un robot, on voit juste des petits courants électriques qui se court-circuitent, alors que tu coupes le bras d'un humain, il y a du sang quoi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne vous en dirai pas plus parce que ce film mérite vraiment, mais alors vraiment que vous le regardiez, pour que vous compreniez à quel point il est bon. Et je suis vraiment dégoûté de savoir que ce film n'a pas marché au box-office, et qu'à cause de ça, il y aura probablement jamais de suite, parce qu'en voyant la façon dont il se termine, tu te dis qu'il faut faire une suite. Mais il n'y en aura pas parce que les bandes annonces n'ont vraiment pas donné envie aux gens de voir le film. Les trailers sont vraiment pourris. C'est triste, hein, il y a des bandes annonces très réussies pour des films assez médiocres, et il y a des bandes annonces vraiment nazes pour des films excellents. Mais bon, les bandes annonces pourries, c'est pas la faute des films, vu que ce sont d'autres studios qui font ça. Et donc, bah tant pis quoi. Transformers le commencement, c'est donc une très bonne surprise, et je pense qu'il a largement mérité son A tier. Et pour finir, on a Thunderbolts de Marvel Studios. J'attendais pas spécialement le film à la base, mais encore une fois, à force d'entendre les gens dire qu'il était cool, je me suis dit, pourquoi pas le regarder. Et je vous avoue que le premier visionnage m'a assez déçu. Je trouvais le film sympathique, mais pas à la hauteur de ce que j'espérais. Mais je l'ai revu après, et ça allait mieux. Faut dire que je suis pas un grand connaisseur des différents personnages présents dans l'équipe, à part Bucky, et c'est surtout avec ce film que j'ai appris à les connaître. De base, les Thunderbolts, ce sont des grosses fraudes, dans le sens où ces types ne sont pas du tout des héros, et ils sont même pas capables de s'entendre entre eux. Mais ils vont bien devoir trouver une solution, parce qu'ils vont devoir affronter une des pires menaces que le monde de Marvel ait jamais connue, Sentry. Le Superman de Marvel, pour résumer. Et comme les Avengers ne sont plus disponibles, c'est à eux de s'occuper de faire le ménage. L'alchimie entre les différents personnages est assez drôle. On sait qu'ils ne s'apprécient pas et qu'ils n'ont pas envie de s'entraider, mais ils sont obligés de le faire, et au fur et à mesure, ils s'attachent un peu les uns aux autres, et finissent par comprendre que le conflit dans lequel ils se retrouvent embarqués va bien plus loin que leur simple dispute. Les personnages sont assez drôles quand ils s'y mettent, et Red Guardian est sûrement celui qui m'a le plus fait marrer pendant le film. Mais je vous avoue que ce qui m'a le plus intrigué, c'était le traitement de Sentry. En fait, le personnage dans les comics, il pose problème parce qu'il est beaucoup trop fort. Les auteurs eux-mêmes, ils savaient pas quoi en faire. Donc l'introduire dans le MCU, c'était déjà assez osé, encore une fois. Mais en plus, l'introduire face aux Thunderbolts, bah tu sens qu'ils peuvent pas faire grand chose contre lui en fait. Ils ont pratiquement tous un pouvoir assez spécial, mais face à un type aussi indestructible que Sentry, ça servira à rien. Le propos du film est lui aussi très intéressant, parce que les Thunderbolts sont tous des personnages qui regrettent une partie de leurs actions passées. Mais ces actions qu'ils regrettent les hantent jour après jour, et c'est pendant ce film qu'ils doivent apprendre à vivre avec ça, à accepter leurs erreurs pour passer à la suite. Et dans ce contexte, Yelena Belova, le personnage principal qui accessoirement est la sœur de Black Widow, je trouve qu'elle s'en sort très bien comme personnage, parce que même si elle n'a pas forcément fait les pires trucs, elle n'arrive jamais à voir autre chose que ses erreurs. Ça la hante jour après jour, et elle ne sait juste pas quoi faire de tout ça. Alors j'explique mal, je sais, mais si vous regardez le film, vous comprendrez. Il y a cependant deux défauts que je peux reprocher au film, c'est le rythme et Taskmaster. Le rythme est assez problématique. C'est un film Marvel, on a l'habitude, mais je trouve par exemple qu'il y a une partie du film qui se passe dans un endroit précis, et j'ai l'impression qu'elle est un peu trop longue. A l'inverse, il y a d'autres scènes qui m'ont paru un peu expéditives, ça aurait été bien qu'on en voit plus, mais tant pis, on fait avec ce qu'on a. Et Taskmaster, c'est pas un personnage intéressant du tout. Déjà que dans le film Black Widow, j'ai trouvé assez oubliable, bah dans ce film-là, j'ai vraiment pas aimé son traitement. Je suis peut-être biaisé parce que je trouvais que Taskmaster était cool quand je regardais le dessin animé Ultimate Spider-Man, mais vraiment, pour moi, c'est claqué. Et donc voilà, Thunderbolts, c'est un film assez spécial. Certains aimeront, d'autres détesteront. Moi, j'ai passé un bon moment devant, et bah j'attends de voir la suite quoi. B tiers.